Dans les annales de l'histoire, peu de figures captivent l'imagination et l'esprit humain comme Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Au cœur de la France du XVe siècle, une époque marquée par les conflits et les turbulences, sa légende émerge, tissée de courage et de foi. Un récit qui défie le passage du temps et les barrières de l'incrédulité. Jeanne, une jeune femme d'origine modeste, s'est élevée comme un phare d'espoir dans une France déchirée par la guerre de 100 ans, une lutte désespérée pour la suprématie qui a éprouvé l'âme d'une nation. L'histoire de Jeanne est un amalgame de foi profonde, de vision mystique et d'un courage inébranlable. Selon Georges Duby, un éminent historien médiéviste, Jeanne apparut dans un moment de désespoir et devint le symbole de la résistance française contre l'oppression. Armée d'une foi inébranlable et d'une détermination ferme, elle mena les troupes françaises à plusieurs victoires significatives, notamment à Orléans, où sa présence inspira une armée démoralisée à une résistance surprenante contre les forces anglaises. Comme le souligna le chroniqueur contemporain Jean Chartier, c'était une fille qui ne craignait pas les armées les plus puissantes. Son courage était tel qu'il insufflait du courage à ceux qui l'écoutaient. Cependant, la gloire de Jeanne fut éphémère. Capturée par les forces bourguignonnes et livrée aux Anglais, son procès pour hérésie devint un sombre chapitre de manipulation politique et de ferveur religieuse. Lors de ce procès, les mots de Jeanne résonnent comme un testament de son esprit inébranlable. « Je me suis remise à Dieu, mon Créateur. J'ai promis et juré d'aider à maintenir et défendre la nation de France. » Sa condamnation et son exécution ultérieure sur le bûcher à l'âge précoce de 19 ans ont laissé une empreinte indélébile dans l'âme de la France, une blessure que le temps n'a pas complètement cicatrisée. Dans le giron du modeste village de Domrémy, dans le nord-est de la France, une fille nommée Jeanne est née dans un monde déchiré par la guerre et le conflit. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, Jeanne grandit dans une famille paysanne qui, bien que modeste en moyens, était riche en foi et en valeurs familiales. La vie à Domrémy était marquée par la simplicité rustique, des champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, la rivière Meuse serpentant à travers la terre et les cycles des saisons, dictant le rythme de la vie quotidienne. Comme l'écrivit Régine Pernoud, une autorité sur l'histoire de Jeanne d'Arc, c'était une vie marquée par le travail acharné et la dévotion religieuse, un environnement dans lequel la jeune Jeanne s'est formée. La France du XVe siècle était une tapisserie d'incertitude et d'agitation, avec la guerre de 100 ans laissant une cicatrice sur le paysage et l'esprit du peuple. Le conflit entre la France et l'Angleterre, un duel de pouvoir pour le contrôle des territoires français, avait épuisé le moral et les ressources de la nation. Dans ce contexte, les histoires des batailles et des exploits des chevaliers et guerriers n'étaient pas étrangères aux oreilles de Jeanne. Et sa foi chrétienne, profondément enracinée, se renforça dans un environnement où l'Église était le pilier de la communauté. C'est dans ce décor de foi fervente et de conflits constants que Jeanne commença à expérimenter ses visions mystiques. Vers 13 ans, selon ses propres mots lors de son procès, Jeanne commença à entendre des voix. Ce n'étaient pas des voix ordinaires, mais, comme elle le prétendait, celles de saints tels que Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, qui lui confièrent un mandat divin, chasser les Anglais de France et conduire Charles VII au trône. Ces visions ne la guidèrent pas seulement, mais la transformèrent également. L'historienne Marina Warner a noté « Ces expériences mystiques ont façonné l'identité de Jeanne, lui donnant une détermination et un objectif qui étaient hors du commun. » La détermination de Jeanne à répondre à cet appel céleste la mena sur un chemin de défis et d'épreuves. Son voyage à Chinon pour rencontrer le dauphin Charles est un témoignage de son audace et de sa foi inébranlable. Habillée de vêtements masculins pour sa protection, un acte qui plus tard serait objet de condamnation, Jeanne défia les normes sociales et s'avança dans un monde dominé par les hommes, un monde de politique et de guerre. Son arrivée à la cour de Charles à Chinon fut un moment crucial, non seulement dans sa vie, mais aussi dans l'histoire de la France. Selon le récit du chroniqueur Jean de Venette, elle parla avec une telle éloquence et conviction que tous ceux qui l'écoutèrent restèrent ébahis. Dans cette cour, Jeanne fit face au scepticisme et à la moquerie. Mais sa détermination, et, selon certains récits, sa capacité à reconnaître Charles parmi ses courtisans, bien qu'elle ne l'ait jamais rencontré auparavant, convainquit le dauphin et ses partisans de sa mission divine. Armée d'un drapeau blanc portant l'image de Dieu et des saints, Jeanne se prépara pour la bataille, non seulement en tant que visionnaire, mais aussi en tant que leader sur le champ de bataille. Selon l'historien Stephen Richey, Jeanne apparut à la cour comme un rayon d'espoir, un antidote contre le désespoir qui avait étouffé le moral français. La jeune paysanne, avec une détermination qui éclipsait sa jeunesse, convainquit Charles et ses conseillers les plus sceptiques de sa mission divine. Libérer Orléans et couronner Charles comme roi de France. Au printemps de 1429, Jeanne se mit à la tête d'une armée française, non pas comme une figure décorative, mais comme une leader dans le vrai sens du terme.
La situation à Orléans était désespérée. La ville, un bastion vital pour la France, était assiégée par les forces anglaises. Le chroniqueur Jean Froissart, témoin de ces temps, écrivit « La pucelle d'Orléans n'inspira pas seulement les Français par sa présence, mais les guida avec une ruse et un courage qui défiaient de son âge et son expérience. » Au printemps de 1429, la situation à Orléans était critique. La ville, stratégiquement cruciale, était assiégée par l'armée anglaise, qui avait construit une série de fortifications autour de la ville pour la couper du reste de la France. L'arrivée de Jeanne d'Arc à la tête de l'armée française marqua un changement radical dans la dynamique du siège. Les attaques que Jeanne mena étaient audacieuses, tant dans leur planification que dans leur exécution. Le premier mouvement significatif fut un assaut direct et surprenant sur la forteresse de Saint-Loup, une des positions stratégiques clés des Anglais. Cette attaque, réalisée le 4 mai, fut un succès retentissant. Jeanne et ses troupes réussirent à capturer la forteresse, un exploit qui non seulement surprit les Anglais par son audace, mais aussi revigora l'esprit des assiégés à Orléans. La prochaine action remarquable eut lieu 2 jours plus tard, le 6 mai, lorsque Jeanne dirigea une attaque contre une autre forteresse anglaise, Saint-Jean-le-Blanc, qui avait été récemment abandonnée par les Anglais. Bien que les Anglais se soient regroupés dans la forteresse voisine de Saint-Augustin, Jeanne et ses forces ne s'arrêtèrent pas. Elles lancèrent un assaut frontal sur cette position, remportant une victoire cruciale qui ébranla davantage l'anneau de siège anglais autour de la ville. Le coup final fut porté le jour suivant, le 7 mai, dans ce qui serait considéré comme la bataille la plus critique du siège. L'attaque sur les tourelles, le fort contrôlant le pont sur la Loire, et donc l'accès à la ville. Dans cette bataille, Jeanne démontra son leadership et sa bravoure de manière spectaculaire. Malgré une blessure par une flèche, elle refusa de se retirer du champ de bataille, insistant pour rester en première ligne. Sa ténacité et son courage inspirèrent les troupes françaises à lutter avec un ferveur renouvelée, aboutissant à la prise de Les Tourelles après un combat acharné. Ces attaques, menées en rapide succession, surprirent les Anglais non seulement par leur audace et leur agressivité, mais aussi parce qu'elles défiaient la perception de la capacité militaire française de l'époque. Sous la direction de Jeanne, l'armée française auparavant démoralisée et en retraite, se transforma en une force combative et cohésive. Comme l'indiqua le chroniqueur contemporain Jean de Venette, les Anglais furent stupéfaits, leurs cœurs tombèrent, et leur bravoure se dissipa face à la détermination de Jeanne et de son armée. La chute de Les Tourelles et le soulèvement du siège furent de célébrer non seulement à Orléans, mais dans toute la France. La victoire était inattendue, les Français avaient été en constante retraite, et l'arrivée d'une jeune paysanne affirmant être envoyée par Dieu pour sauver la France semblait peu plus qu'une fable. Cependant, Jeanne s'avéra être la catalyseur d'un changement radical. Comme le souligna le chroniqueur contemporain Jean Chartier, l'arrivée de Jeanne à Orléans fut comme l'apparition d'un ange gardien pour les Français. La libération d'Orléans ne fut pas seulement une victoire militaire pour la France, ce fut un symbole de résistance et d'espoir. Le leadership de Jeanne, sa foi inébranlable et son courage sur le champ de bataille inversèrent le cours de la guerre de 100 ans et élevèrent son statut à une figure héroïque et presque mythique dans l'histoire française. Les historiens modernes, comme Kelly de Vries, ont souligné que l'impact de Jeanne sur le moral français était aussi significatif que ses réalisations tactiques. De Vries observe « Jeanne transforma la guerre non seulement avec sa participation directe sur le champ de bataille, mais aussi en élevant l'esprit d'un peuple abattu. La capture de Jeanne d'Arc et son procès ultérieur à Rouen constituent un épisode sombre et complexe dans l'histoire de la guerre de 100 ans, qui s'étend au-delà du champ de bataille pour s'aventurer dans les sombres méandres de la politique et de la religion de l'époque. Son procès pour hérésie ne fut pas seulement une question de foi et d'orthodoxie, mais un jeu de pouvoir et de manipulation, où la vie d'une jeune paysanne devint le centre d'une lutte entre nations et croyances. La capture de Jeanne eut lieu le 23 mai de 1430, à Compiègne, alors qu'elle défendait la ville contre une attaque des forces bourguignonnes, alliées des Anglais. Sa chute aux mains ennemies marqua le début de la fin de sa brève, mais impactante, carrière militaire. Les circonstances de sa capture ont été l'objet de débats et d'interprétations au fil des ans, certains historiens suggérant qu'elle fut abandonnée par ses propres troupes, tandis que d'autres argumentent qu'il s'agissait simplement du résultat de la confusion et du chaos du combat. Certains historiens, s'appuyant sur des récits de témoins et des documents de l'époque, suggèrent que Jeanne a été abandonnée sur le champ de bataille par ses propres troupes. Cette théorie maintient que, pendant la retraite frénétique des forces françaises vers la sécurité des murs de Compiègne, le pont-levis a été fermé prématurément, laissant Jeanne et un petit groupe de soldats en dehors des murs et à la merci de l'ennemi. Cet acte pourrait être interprété comme un abandon délibéré, possiblement motivé par la méfiance ou la déloyauté de certains commandants français envers Jeanne,
dont l'influence et le statut étaient vus avec jalousie et envie par certains secteurs de la noblesse française. D'un autre côté, une autre interprétation suggère que la capture de Jeanne fut le résultat de la confusion et du chaos inhérents au combat. Selon cette vision, la fermeture du pont-levis et la capture conséquente de Jeanne n'étaient pas des actes de trahison ou d'abandon, mais des conséquences malheureuses du désordre du champ de bataille. Au milieu du tumulte, avec les forces bourguignonnes pressant fortement, la fermeture du pont pouvait avoir été une décision précipitée pour protéger la ville, sans le temps nécessaire pour assurer la retraite sécurisée de tous les combattants, y compris Jeanne. La narrative de la capture de Jeanne à Compiègne, par conséquent, s'entrelace avec des thèmes de loyauté, trahison et la brutale réalité de la guerre médiévale. La jeune femme qui avait défié les attentes et mené la France à plusieurs victoires se trouva abruptement dans une situation de vulnérabilité et de danger. Après sa capture, Jeanne fut livrée aux Anglais, qui la conduisirent à Rouen pour être jugée. Le procès de Jeanne d'Arc pour hérésie fut une procédure chargée de tensions politiques et ecclésiastiques. Comme le souligne l'historien Georges Duby, le procès de Jeanne fut plus un acte politique qu'une recherche sincère de la vérité théologique. Sous la direction de l'évêque Pierre Cochon, un fidèle partisan des Anglais, le procès visait non seulement à condamner Jeanne, mais aussi à délégitimer la cause du dauphin Charles, en prouvant que sa couronnement à Reims avait été parrainé par une hérétique. Le procès se déroula dans un environnement de pression intense et de coercition. Jeanne fut interrogée sur une variété de sujets, de son usage de vêtements masculins à ses affirmations de recevoir des visions divines et des messages de saints. Malgré qu'elle soit seule, sans conseil juridique et face à un tribunal hostile, Jeanne resta ferme dans ses réponses. Elle montra une astuce et une perspicacité qui surprirent ses accusateurs et ceux qui assistaient au procès. Comme le nota le chroniqueur contemporain Jean Chartier, son esprit était tel qu'elle laissait souvent ses juges perplexes et honteux. Le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, plus qu'une simple procédure légale, fut un duel intellectuel et spirituel où une jeune paysanne se confronta à une assemblée de théologiens et juristes expérimentés. Le procès fut un mélange de théologie, loi et politique. Les accusations d'hérésie et de sorcellerie avaient des implications profondes et le tribunal cherchait non seulement à condamner Jeanne, mais aussi à discréditer ses victoires et par extension la légitimité de Charles VII. Le tribunal, cherchant à piéger Jeanne dans l'hérésie, posa des questions théologiques profondément complexes, espérant que son manque d'éducation formelle l'amènerait à des contradictions ou à des affirmations hérétiques. Cependant, Jeanne, guidée par sa foi et son sens aigu du commun, répondit avec une clarté et une précision qui déconcertèrent ses accusateurs. Par exemple, lorsqu'on lui demanda si elle savait si elle était en grâce de Dieu, Jeanne répondit « Si je ne le suis pas, Dieu me met en elle, et si je le suis, Dieu me maintienne en elle. » Cette réponse, à la fois humble et astucieusement évasive, frustra ses juges, qui espérèrent la piéger dans un dilemme théologique. Un des points centraux du procès fut son choix de porter des vêtements masculins, un acte considéré comme inapproprié et défiant les normes de genre de l'époque. Jeanne défendit ce choix non seulement comme une nécessité pratique sur le champ de bataille et pour se protéger dans un environnement dominé par les hommes, mais aussi comme partie de sa mission divine. Cette défense déconcerta ses accusateurs, car elle défiait les conventions sociales et ecclésiastiques sans tomber dans l'hérésie. Malgré l'intense examen et les accusations d'hallucination ou de tromperie diabolique, Jeanne resta ferme dans son récit des visions et messages divins qu'elle avait reçus. Sa capacité à décrire ses expériences avec cohérence et détail, et son affirmation inébranlable qu'elles étaient envoyées par Dieu, laissaient peu de place pour que ses accusateurs prouvent qu'elles étaient des fabrications ou des tromperies. Tout au long du procès, Jeanne fit face à des tactiques d'intimidation et à des menaces de torture. Jeanne fut soumise à des séances d'interrogatoire prolongées et épuisantes, souvent menées par plusieurs inquisiteurs simultanément. Ces séances visaient à la désorienter et à la pressionner pour qu'elle se contredise ou révèle une faiblesse dans ses affirmations. Les inquisiteurs posèrent des questions pièges et répétèrent souvent les mêmes questions de différentes manières, dans le but de la piéger dans des erreurs ou des incohérences. Pendant le procès, Jeanne fut isolée et dans des conditions d'emprisonnement particulièrement dures. Elle se trouvait dans une cellule sombre et humide, avec des restrictions sévères sur sa mobilité et un accès limité à l'assistance religieuse ou au soutien extérieur. Cet isolement visait à affaiblir sa résistance physique et émotionnelle, la rendant plus susceptible à la pression pendant les interrogatoires. Une des tactiques les plus insidieuses utilisées contre Jeanne fut la menace de torture physique. À plusieurs reprises, on lui montra des instruments de torture ou on la conduisit à la salle de torture, insinuant ce qui pourrait l'attendre si elle ne coopérait pas. Bien qu'il n'y ait pas de preuve que Jeanne ait été physiquement torturée, la simple menace et la démonstration de ces instruments étaient suffisantes pour instiller la peur.
Cependant, Jeanne maintint sa fermeté, refusant de céder face à ces intimidations. Le tribunal utilisa également des tactiques de manipulation psychologique. Ils tentèrent de la confondre et de discréditer ses visions et voix divines, suggérant qu'elles étaient des inventions ou des tromperies du diable. Ils l'interrogèrent agressivement sur sa foi et ses expériences mystiques, essayant de la présenter comme une blasphématrice ou folle. Le procès atteignit son apogée lorsque Jeanne fut finalement condamnée pour hérésie et condamnée au bûcher. Le 29 mai de 1431, sur la place du Vieux Marché de Rouen, Jeanne d'Arc fut brûlée vive, un acte qui devint l'un des moments les plus infâmes et émotionnellement chargés de l'histoire médiévale. L'exécution de Jeanne, loin d'être un simple acte de justice religieuse, fut un message politique clair des Anglais à la France et à tout partisan de Charles VII. L'exécution de Jeanne d'Arc, survenue le 30 mai de 1431 à Rouen, Normandie, est l'un des moments les plus sombres et mémorables de l'histoire médiévale. Quant à la mort sur le bûcher, c'est une méthode d'exécution extrêmement cruelle et douloureuse. La bûcher fut préparée avec du bois, empilé pour créer une base solide et renforcée avec des matériaux plus combustibles comme de la paille ou des branches sèches pour assurer que le feu se propage rapidement et avec intensité. La température de la bûcher pouvait atteindre entre 600 et 1000 degrés Celsius. Cette haute température causait des dommages sévères et rapides à ses tissus. Pour éviter que Jeanne d'Arc se libère, elle fut attachée avec des cordes entrelacées de chaînes. Les bourreaux utilisèrent souvent des méthodes pour assurer que les cordes se brûlent lentement ou soient placées de telle manière que, même si elles brûlaient, la prisonnière n'ait pas la capacité de se libérer en raison de l'intensité du feu et de l'affaiblissement physique causé par la chaleur et la fumée. La durée de la souffrance de Jeanne d'Arc sur le bûcher est considérée comme très élevée. Il n'y a pas de registres exacts du temps que Jeanne d'Arc a pris pour mourir. Mais en général, la mort sur le bûcher peut survenir en quelques minutes ou peut prendre jusqu'à une demi-heure ou plus. La perte de conscience due à l'inhalation de fumée et de gaz toxiques se produit généralement avant la mort par brûlure. L'exécution de Jeanne d'Arc et toute mort sur le bûcher est un rappel des pratiques brutales de l'époque médiévale et de la manière dont ces pratiques étaient utilisées pour punir et terroriser. Son exécution fut particulièrement remarquable en raison de son jeune âge, de son courage et de sa fermeté dans ses croyances jusqu'à la fin. Sa mort est devenue un symbole de résistance et de foi, et avec le temps, sa figure a été réhabilitée et canonisée, devenant une sainte pour l'Église catholique. L'image de Jeanne sur le bûcher a perduré dans la mémoire collective, comme un puissant rappel de la brutalité de l'époque et de la force de l'esprit humain face à l'adversité. La mort de Jeanne ne fut pas la fin, mais le début de son immortalité. Transformée d'une figure historique en un symbole de résistance et de sainteté, son héritage continue d'inspirer des générations. Depuis son exécution en 1431, la figure de Jeanne d'Arc a transcendé les confins de l'histoire pour devenir une icône culturelle et spirituelle. Au XIXe siècle, Jeanne a été redécouverte comme un symbole de nationalisme français. Des historiens comme Jules Michelet la virent non seulement comme une héroïne de la France, mais comme une personnification de la nation elle-même. Michelet écrivit « Elle est la France simple et forte, qui aime et souffre ». Cette vision a mis en évidence le rôle de Jeanne comme une figure unificatrice et libératrice. À un moment où la France cherchait à réaffirmer son identité après les bouleversements de la Révolution française et des guerres napoléoniennes. Au XXe siècle, la vénération envers Jeanne d'Arc prit un aspect plus spirituel avec sa canonisation par l'Église catholique en 1920. Le pape Benoît XV la décrivit comme une martyre de la foi, soulignant sa dévotion religieuse et son rôle comme guide spirituel. La canonisation fut une reconnaissance non seulement de sa piété, mais aussi de son rôle comme modèle en termes de courage et de conviction morale. Dans l'art et la culture, Jeanne a été représentée de nombreuses manières. Depuis les représentations romantiques de peintres comme Jules Bastien-Lepage, jusqu'à son interprétation dans des pièces de théâtre et des films, chaque représentation reflète les préoccupations et aspirations de son époque. Au cinéma, des films comme La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer et Jeanne d'Arc de Luc Besson ont présenté des interprétations très différentes, mais également puissantes, de son histoire. De plus, Jeanne a été un sujet récurrent dans la littérature, allant des œuvres de William Shakespeare à celles de George Bernard Shaw. Chacun a interprété son histoire à travers le prisme de son propre contexte, reflétant les facettes variées de son héritage. Dans le domaine politique, Jeanne a été adoptée par des mouvements de diverses idéologies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tant la France de Vichy que la résistance française l'ont invoquée comme un symbole de lutte et de souveraineté nationale. Cela démontre comment sa figure peut être modelée pour servir différentes causes, parfois même opposées.
Finalement, l'histoire de Jeanne d'Arc reste un puissant rappel de la complexité de l'histoire et de la manière dont les figures historiques peuvent être réinterprétées au fil du temps. Son héritage, loin d'être un récit unidimensionnel, est une tapisserie riche et multiforme qui reflète les aspirations, les luttes et les espoirs de l'humanité. Comme l'a dit l'historien Stephen Ritchie, Jeanne d'Arc est une de ces rares figures qui continue d'inspirer et de défier chaque génération, nous invitant à réfléchir sur nos propres croyances et sur le monde dans lequel nous vivons. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie et l'héritage de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Son histoire, qui entrelace la foi, le courage et la tragédie, continue de résonner dans notre présent, nous rappelant le pouvoir de l'esprit humain face à l'adversité. À travers les pages de l'histoire, Jeanne se dresse comme un phare d'inspiration et un rappel que même dans les temps les plus sombres, la lumière de l'espoir ne s'éteint jamais complètement. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'histoires qui ont défini notre monde, des histoires de courage, de sacrifice et de résilience qui continuent de façonner notre compréhension de l'humanité et de sa quête incessante de sens et de justice. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Croyez-vous que Jeanne d'Arc a été réellement guidée par des visions divines, ou ses actions ont-elles été plus impulsées par son contexte historique et sa personnalité exceptionnelle? Veuillez laisser votre commentaire ci-dessous, partagez vos pensées et faites partie de cette conversation fascinante. Connais-tu les terribles accidents de la course à l'espace? La vérité sombre derrière la conquête de la Lune est vaste et compliquée. Clique sur oui et découvre-les.